question pour Anne Richard. Sur votre biographie Wikipédia, nous avons lu que vous aviez participé au clip Je te promets de Johnny Hallyday. Quel souvenir en gardez-vous? Alors c'était un moment absolument... Ah, je crois que je vais prendre le micro. Non, vous m'entendez là? Ouais. Oui, je pense. C'est un moment extraordinaire. J'étais toute jeune, j'avais une vingtaine d'années. J'essayais de travailler à Paris, j'ai commencé à faire mes études d'art dramatique. Et puis pour gagner ma vie, je faisais un peu de pub et tout ça. Et un jour, on m'a appelé, j'ai fait une pub, enfin j'ai fait un casting pour une publicité qui n'était pas une publicité, qui était le clip Je te promets de Johnny Hallyday. Et j'ai été choisie. Et j'en ai un souvenir absolument extraordinaire et en même temps extraordinairement frustrant parce que je me suis dit yes, je vais rencontrer Johnny Hallyday. Et en fait, je ne l'ai pas rencontré. On a tourné le clip, dans le clip, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'histoire où il fait des promesses aux femmes et puis après il passe à une autre femme et puis encore à une autre et il en aime plein et à chaque fois il fait des promesses. Et moi je fais partie d'une des femmes et donc lui on l'a filmé plus tard seul en train de chanter sur la chaise et puis nous, donc je ne l'ai pas rencontré mais c'était un honneur et un moment je dirais de mes tout débuts. Je crois que c'est à peu près la toute première fois que je faisais un film. Et puis pour l'anecdote, je l'ai rencontré Johnny beaucoup plus tard, je dirais il y a une dizaine d'années. Lors d'un zénith, je suis allée le voir, je l'ai rencontré. Et la personne qui était avec moi m'a présenté et il a dit voilà c'est Anne Richard qui est dans votre clip Je te promets. Ça a été, je lui ai dit voilà c'était mon tout premier job et il m'a répondu bah, je suis très heureux de vous avoir porté chance. Voilà le souvenir de Je te promets. Vous êtes une spécialiste de l'autographe. Cela a-t-il toujours été une facilité pour vous? Orthographe. Ah voilà, j'allais te corriger, tu vois, parce que je peux pas m'empêcher de corriger les gens, moi. Donc oui, c'est vrai, ça a été toujours une facilité pour moi. Je faisais partie de ces gens là à l'école quand le prof disait vous êtes insupportable, dictez. Ben moi je me disais yes. Mais tout doucement parce que sinon dans la cour de récré je me faisais castagner. Mais oui, ça a toujours été facile pour moi. Et je pense que si j'avais connu le métier de correctrice quand j'étais petite, ce qui n'était pas le cas, j'aurais sûrement eu envie d'être correctrice. Voilà. Parce que j'adorerais aussi corriger les fautes de mes copines. Et j'ai retrouvé même il y a quelques années une carte postale quand j'étais en 4e que m'avait envoyée une copine. Et j'avais complètement oublié ça, elle m'avait écrit et je t'ai fait plein de fautes exprès, comme ça tu pourras les corriger en rouge. Et c'est ce que je continue à faire. Voilà. Quel a été votre parcours scolaire pour devenir actrice? En fait, il n'y a pas de parcours scolaire pour devenir actrice. Enfin, si, le parcours scolaire, moi j'ai fait un baccalauréat. Je suis suissesse, donc j'ai fait un bac, je crois que ça n'existe pas en France, langue étrangère. J'ai appris l'allemand, l'anglais, l'italien. Mais dans ma petite tête, je voulais faire un bac pour pouvoir me permettre de faire tout ce que je voulais derrière, avoir la possibilité de pouvoir choisir. Mais je savais déjà au fond de moi que je voulais être actrice. J'osais pas le dire parce que j'étais extrêmement timide. Donc j'osais pas dire à mes parents je vais être actrice. Et puis une fois que j'ai eu mon bac, il a fallu choisir où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu vas faire et tout ça. Et j'ai enfin avoué que je voulais être actrice et ensuite donc je suis allée dans une école d'art dramatique. Je suis partie à Paris puisque je venais de Suisse, d'une petite ville qui s'appelle Lausanne. Et je suis entrée dans une école d'art dramatique qui s'appelait l'EDA, l'entrée des artistes, qui n'existe plus aujourd'hui mais qui est une sorte de Florent. Voilà, et là j'ai fait un parcours scolaire effectivement de 3 ans dans cette école, qui est vraiment une école traditionnelle pour jouer au théâtre. Et puis ensuite j'ai continué à faire plein d'autres écoles. Je me suis inspirée je suis allée faire 1 an à l'American Center qui était plus un enseignement à l'américaine, puis après une autre année chez un autre coach. J'ai, je dirais, fait un enseignement au moins de 5-6 ans comme ça, pioché partout avant de commencer à travailler. Voilà, j'ai répondu à ta question. Merci. Pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire? Alors, mon parcours scolaire à moi était assez classique aussi. Hein. J'ai passé un bac et moi, comme effectivement j'aimais beaucoup le français et les langues, donc j'ai passé un bac littéraire. Ça s'appelait A à l'époque, ça s'appelle L aujourd'hui, c'est l'équivalent de ça.
Et puis j'ai commencé après le lycée par étudier les langues. J'aimais beaucoup l'anglais en particulier. Et j'ai fait ce qui s'appelait à l'époque une maîtrise de traduction littéraire d'anglais. Et mon idée était de... J'ai hésité un moment en fait, je sais que la question va venir parce que votre prof me l'a dit. À un moment je me suis demandé si j'avais envie de devenir prof. J'ai vraiment hésité un moment à devenir prof d'anglais, mais en fac. Parce que j'avais envie d'enseigner la traduction. J'avais envie d'enseigner l'anglais, mais d'une façon très particulière, c'est-à-dire la traduction d'anglais en français. Et là, en fait, j'étais déjà presque dans le métier que je fais aujourd'hui, parce que traduire en français, il faut connaître l'anglais très bien, mais aussi le français très bien. Et donc, j'ai fait ça quelques années d'ailleurs. Mais finalement, je me suis aperçue que c'était un métier, traductrice, qui était beaucoup trop solitaire pour moi. On travaille tout seul quand on est traducteur sur un livre. Pendant, je sais pas, 2 mois par exemple, souvent 1 mois, 2 mois, on est tout seul, on travaille très très vite parce qu'on a souvent des délais qui sont très restreints. Et puis quand c'est fini, eh ben on se dit mais maintenant qu'est-ce que je vais faire? Donc on va chercher un autre travail. Et finalement c'était pas un métier vraiment qui me convenait. Donc voilà, mais mon parcours c'était d'abord ça. Et puis ensuite j'ai commencé à écrire des articles dans les journaux. Et puis ensuite, j'ai eu plusieurs formations professionnelles, mais d'adultes, pour devenir à un moment secrétaire de rédaction dans un journal et puis ensuite correctrice. J'enseigne dans une école qui s'appelle l'ICOM, qui est une école de comédie musicale. Et on fait un atelier justement sur le jeu devant la caméra et la différence entre le théâtre et la caméra. Et c'est vrai que, en fait, le plaisir de la caméra, c'est que c'est presque un partenaire en plus. Vous avez sur un plateau, vous êtes 2, mais il y a 3 personnes parce qu'il y a cette caméra qui est là et qui va venir presque prendre, c'est compliqué à dire, mais cette caméra va tout voir en fait. Donc vous allez effectivement livrer votre travail, parce que c'est un travail d'être devant une caméra, de construire un personnage, d'interpréter des choses de la vie de tous les jours, très souvent, parce qu'on est quand même beaucoup dans des formes de réalisme, parfois même de naturalisme. Donc il y a quelque chose parfois même qui peut vous échapper. Mais je dirais que pour moi, le travail, évidemment, on a toujours le trac. On a le trac de son partenaire en face. Parfois, on est impressionné par celui qui est en face. On a le trac de pouvoir offrir le meilleur. Mais en même temps, je trouve que pour moi, c'est un moment où justement, tout ce travail que l'on a fait en amont, parce qu'on a fait un énorme travail pour devenir le personnage, pour comprendre l'autre. Par exemple, si on a un personnage qui a vécu des choses très fortes, pour devenir presque une éponge, et tout ce travail qu'on a fait en amont, le moment même, au moment où on dit moteur, c'est le moment où on va livrer ce travail que l'on a fait jusqu'à maintenant et se livrer, mais en même temps être complètement dans l'instant présent. Et c'est ça qui fait que c'est vertigineux, parce que comme là je suis en train de le faire, je ne sais pas ce que je vais dire après, je ne sais pas si je vais être émue ou pas. Ça va être dans cet instant présent, comme dans la vraie vie en fait. On va essayer de reconstituer la vraie vie et de transmettre ces émotions très fortes de la vraie vie. Et c'est ça qui est très fort devant une caméra, c'est ça qui me plaît, moi, c'est de me mettre à la place de quelqu'un d'autre, d'être quelqu'un d'autre, et en même temps d'être complètement comme si je vivais dans l'instant présent ce que mon personnage vit. C'est cette force-là de l'image en fait, parce que ça se fait sur des toutes petites choses minuscules, un regard, une émotion qui monte. Voilà, c'est un peu... Votre question est très spécialiste, mais j'ai répondu? Oui. Ok. Alors, ce titre, c'est le titre de ma chronique sur RTL, samedi matin et dimanche matin, 8h moins 10, si vous êtes debout, autrement en podcast. Je l'ai appelé comme ça parce que c'est à chaque fois donc une petite chronique, ça dure 3 minutes. Et pour moi, c'est comme un bonbon, c'est-à-dire dans la langue française, c'est la langue française, je fais évidemment un jeu de mots sur le bonbon qui se mange sur la langue, la vraie, et puis des petites pépites
délicieuse sur la langue française, parce que pour moi, la langue et tous ces mystères, toutes ces règles tarabiscotées, toutes ces origines bizarres, toutes ces fautes qui sont rentrées dans nos dictionnaires, tout ça, eh ben c'est comme des bonbons en fait. Moi je mange ça comme une boîte de bonbons et j'essaie de la faire partager aux gens qui m'écoutent et ceux qui me lisent après dans les livres. Regardez-vous de vos années collège. C'est un mélange de plaisir et d'angoisse. J'ai le souvenir surtout d'avoir dû rattraper beaucoup, parce qu'en Suisse il y a un système qui fait que vers 12 ans vous devez passer un concours pour voir si vous allez dans la section qui va vous emmener au baccalauréat. Et moi j'avais manqué de maturité et j'ai raté ce concours. Donc, et je voulais aller faire un bac, donc j'ai dû faire du rattrapage. Comme quoi c'est toujours possible en fait de rattraper un parcours que vous avez raté. Il faut juste avoir foi en son travail et en soi, et que c'est faisable. C'est pas parce qu'on rate quelque chose qu'on peut pas aller vers ce que l'on désire faire. J'en suis un exemple. Donc ça a été un petit combat de gros travail, parce qu'il fallait que je rattrape, qu'il fallait que je voulais aller vers ça. Donc j'étais une scolaire, moi. Vraiment, j'adorais aller à l'école, j'étais très scolaire, j'étais très très douée en mathématiques, parce que je pouvais refaire les exercices à la maison 10 fois, 20 fois. J'étais dans une pratique sportive presque du scolaire. Et puis il y avait aussi cette angoisse en fait qui était due, j'en ai souvent parlé, mais je suis une enfant extrêmement timide, comme quoi c'est tout à fait possible, je dis ça pour ceux qui éventuellement sont timides. J'étais tellement timide que j'osais même pas aller dans un cours de danse et ouvrir la porte du vestiaire et dire bonjour, j'osais même pas traverser un restaurant pour aller aux toilettes, et puis je suis devenue actrice. Donc ça veut dire que pendant le collège aussi, j'avais cette difficulté de rencontrer des camarades, d'oser faire des choses, d'être audacieuse. Ça m'était extrêmement difficile. Chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau, j'en avais peur. Donc voilà, mes années de collège, c'était un mélange de bataille pour y arriver, de plaisir de l'école et de crainte, voilà. Comme quoi, j'ai envie de dire, ayez confiance en vous, même si vous avez des handicaps comme ceci ou autre chose et que vous doutez, parce que quand on veut réaliser un rêve, si c'est vraiment bien et juste, vous allez y arriver. Ayez confiance en vous. Question pour Muriel Gilbert. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour nous améliorer en orthographe ? Ah ben ça c'est banal et sûrement que vos profs vous le disent sans arrêt. C'est lire, lire et lire. Hein. C'est vraiment, pour moi, non, je ne vais pas généraliser. Moi, je n'ai jamais rien appris sur l'orthographe dans les livres de grammaire, dans le Becherel et tout ça. Je n'ai rien retenu de tout ça. Pour moi, l'orthographe, ça s'apprend, parce que l'orthographe française, il ne faut pas croire que c'est logique. Pas du tout. Voilà, pas du tout. C'est pour cette raison qu'il y a autant d'exceptions que de cas qui se conforment à la règle en français. Donc c'est vrai que la meilleure façon d'assimiler cette orthographe bizarroïde, et qui pourtant est pleine de charme, et qui même par là est pleine de charme, c'est de lire, mais pas forcément même les grands auteurs, même si je vous les recommande. Mais moi, tous les matins, je relis le paquet de biscottes. Quand je fais le ménage, je lis les produits d'entretien, je lis les affiches sur les murs, je lis sans arrêt tout ce qui se trouve partout. Je peux même pas m'empêcher, c'est presque un toc. Alors évidemment, quand je vois des fautes, ça me gratte. Et il arrive qu'on en voit même sur les paquets d'emballage. Mais voilà, c'est juste lire et faire attention à ce que vous lisez, c'est-à-dire vous efforcer d'être surpris et de retenir les choses, mais ça peut être aussi bien dans les livres que dans tout ce que vous lisez. Il y a des mots partout dans notre vie en fait. Hein. Et donc voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Combien de temps de préparation vous demande une chronique sur la langue? Comment la préparez-vous? Alors, tu vois, je dois en faire 2 par semaine. Donc, il ne faut pas que ça me prenne plus de 3 jours et demi par chronique, d'autant que je travaille quand même aussi au journal Le Monde. En fait, je compte, moi, à peu près... je ne le fais pas en un seul coup, en fait, voilà.
C'est-à-dire dès que j'ai fini d'enregistrer mes chroniques d'une semaine, je commence à réfléchir à celles de la semaine d'après. Même parfois, je réfléchis au thème avant. Comme ça commence à travailler derrière dans ma tête. J'avais en tâche de fond un peu. Et puis, en gros, je pense que j'ai essayé d'évaluer un peu le temps que ça me prenait. Je pense que ça me prend entre 6 et 8 heures par chronique, c'est-à-dire pour 3 minutes que tu entends à la radio. Moi, j'ai passé à peu près 6 à 8 heures de travail. Et donc, le premier travail, c'est donc de décider le sujet que je vais faire cette semaine-là. Et puis ensuite, je commence à faire des recherches parce que toutes ces choses, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs de faire ces chroniques, c'est que je ne sais pas tout avant de me mettre à faire cette chronique. Il y a plein de choses que j'ai découvertes depuis que je fais ces chroniques. Par exemple qu'avant, on ne disait pas des chevaux, on disait des chevals, avec un S, par exemple. Des choses comme ça, j'en découvre toutes les semaines quasiment. Et donc, mais pour les découvrir, évidemment qu'il faut travailler, chercher dans les bouquins, sur Internet, partout. Et puis ensuite, il faut écrire, et puis réécrire, et puis réécrire, parce qu'en fait, quand tu as 3 minutes à la radio, tu as 3 minutes. Il ne faut vraiment pas déborder. Donc parfois, le plus long est encore de raccourcir le texte. Quel tournage de série ou de film vous laisse un souvenir impérissable? Je fais semblant d'hésiter, hein, mais... En vrai, elle sait. La série que j'ai faite, qui s'appelle Boulevard du Palais, qui me laisse un souvenir impérissable pour plusieurs raisons. La toute première, parce que le public l'a aimé et que ça a été une aventure incroyable. Grâce à ça, j'ai été reconnue. Grâce à ça, j'ai acquis une notoriété. Donc pour un travail d'acteur, c'est un moment quand même très important. Ça change notre vie. L'autre chose, c'est que ça a duré 17 ans. C'est 55 épisodes de 90 minutes. Donc c'est un souvenir impérissable, évidemment, parce que c'est énorme. On était la série la plus longue de France Télévisions. C'est très rare de faire 17 saisons. Et puis l'autre chose, ça a été une aventure extraordinaire avec mes camarades de jeu qui étaient Jean-François Balmer, Philippe Ambrosini, Olivier Saladin, qui ont été des partenaires pendant 17 ans, délicieux, un plaisir fou à jouer avec eux, un plaisir fou aussi à interpréter cette juge d'instruction, parce que j'avais l'impression d'être un peu missionnée, de transmettre des messages au public, de faire acte d'éducation aussi par moment. Pour savoir que certains actes sont des actes graves et essayer de montrer ce que c'est que le travail de juge d'instruction aussi. Donc c'est une aventure que je ne peux pas résumer en si peu de temps, mais qui a été extraordinaire et qui me manque évidemment beaucoup maintenant. J'ai répondu à ta question? Oui. Vous êtes une voix de la radio et spécialiste du français. Auriez-vous aimé être professeur de français? Alors, je pense que j'en ai parlé un tout petit peu, mais vite fait tout à l'heure. À un moment, effectivement, je me suis demandé si j'allais vouloir être professeur d'anglais, en fait, plutôt. Et finalement, si je ne l'ai pas fait... c'est pour des raisons presque pratiques, parce que j'étais déjà, comme je l'ai dit, si j'avais été professeur d'anglais, ça aurait été à l'université, avec les grands, avec ceux qui après le bac. Et puis j'étais déjà journaliste à ce moment-là, et c'était très compliqué en fait au niveau pratique de cesser de gagner ma vie pour continuer mes études et tout ça. Donc voilà, je pense que j'aurais pu être prof parce que prof ou journaliste, c'est être dans le partage, dans l'envie de transmettre, on va dire. Et pour ça, ça se rapprochait beaucoup. Maintenant, je crois que c'est plus amusant pour moi de parler à la radio et beaucoup moins fatigant. J'admire beaucoup les profs, d'ailleurs je suis d'une famille de profs, donc je sais que c'est un travail de gens dévoués, de gens qui se donnent beaucoup de mal. Et je ne suis pas sûre que j'aurais eu cette énergie. Vous souvenez-vous du premier concert auquel vous avez assisté? Ah, c'est une bonne question, mais je m'en souviens très bien. C'était en 1968. Et ma maman, j'avais 14 ans, mon frère avait 12 ans,
et mes parents nous ont offert des tickets pour aller voir Michel Polnareff. Qui tournait, voilà, qui était à l'époque un tout jeune chanteur, il avait 3 ans de carrière, mais on l'écoutait beaucoup à la radio, et donc voilà, c'était Michel Polnareff à la Maison de la Culture, c'était une salle grande comme ça, hein. C'était une toute petite salle, mais c'était fantastique. Qu'est-ce que vous aimez dans le rock? Alors, bon, comment tu t'appelles? Kéliane. Ok, Kéliane. Ouais, on va dire, hein, vous dites votre prénom avant, comme ça on sait un peu. Qu'est-ce que j'aime dans le rock? C'est que c'était la musique de la jeunesse à mon époque. Comme aujourd'hui, il y a des musiques qui plaisent spécifiquement aux jeunes. Vous aimez le hip-hop ou des choses comme ça. Nous, il n'y avait pas de hip-hop, ça n'existait pas. Mais il y avait le rock. Et à l'époque, en France, on n'entendait que de l'accordéon. C'était l'accordéon, les balles, c'était de l'accordéon. Il y avait à la télévision, vous voyez, des joueurs d'accordéon. Et d'un seul coup, en 1960, arrive Johnny Hallyday avec les guitares électriques. Et après ça, ça a été la déferlante, quoi. Donc moi, j'avais 6 ans en 1960, donc je me souviens de rien, mais je me souviens que quand j'avais 12 ans, j'ai entendu du rock à la radio et ça m'a fasciné. J'adorais le son de la guitare électrique, c'est ça que je préférais par-dessus tout. Et après, je me suis dit, bah, je vais essayer de rencontrer tous ces rockers, quoi. Donc je suis devenu journaliste et je les ai tous interviewés. Moi, c'est Célia. Salut Célia. Salut. Nous avons lu que vous étiez diplômé d'une école d'attaché de presse. Quel artiste avez-vous eu l'occasion de représenter? Ah, j'ai fait une école d'attaché de presse, mais j'ai jamais été travailler pour un groupe. Après, dans cette école, il y avait 2 possibilités, soit faire attaché de presse, soit faire journaliste. Et moi, j'avais pris la promotion journaliste. Donc, je suis parti dans le journalisme et j'ai travaillé à RTL. Et puis après, au cours des années... j'ai rencontré beaucoup d'attachés de presse et j'en ai épousé une, tu vois. J'ai épousé une Candice, qui est ma femme et qui est attachée de presse et qui a été l'attachée de presse dans la musique. Elle était dans la musique, elle a travaillé pour Michael Jackson, NTM, Johnny Hallyday et je sais plus qui. Là en ce moment elle s'occupe de Christophe Maé, elle s'occupe de plein de gens. Enfin, tu vois, plein de chanteurs français, voilà, elle s'occupe de... Voilà. Donc on parle souvent je vois ses problèmes, c'est de faire connaître les artistes, et puis moi je suis un peu son interlocuteur privilégié, elle travaille avec des journalistes, des gens de radio, des gens de télévision, voilà. Moi, c'est Manon, et... Bonjour Manon. Vous avez travaillé dans le monde de la bande dessinée. Quels sont vos personnages de BD préférés? Waouh. Alors ça, c'est une sacrée question. Alors, moi, quand je suis arrivé, j'avais votre âge, c'était dans les cours de lycée, c'était la guerre, on était ou Tintin ou Spirou. Oui, c'était... C'était les grands vendeurs de bandes dessinées à l'époque, Hergé et Franquin, et donc il y avait, c'était un peu comme t'es plutôt Beatles ou t'es plutôt Stones, t'es plutôt NTM ou IAM, t'es plutôt MPSG ou Marseille ou OM, enfin il y avait des trucs comme ça, et à l'époque c'était Tintin ou Spirou. Et moi j'adorais Tintin, j'étais fanatique de Tintin, j'adorais ça, j'étais abonné au journal de Tintin, et puis après... J'avais un de mes meilleurs copains qui était abonné à Pilote, et dans Pilote j'ai découvert Astérix qui est arrivé, on l'a vu arriver. Moi je suis d'une génération qui a vu Astérix, le premier épisode dans Pilote, on était là, tout de suite ça nous a plu, on a adoré ça. Et puis après j'ai découvert les bandes dessinées Marvel. Quand j'avais 15 ans, les bandes dessinées Marvel sont arrivées en France. Alors là encore, on a découvert les super-héros, quoi. C'était incroyable. Et puis après, j'ai travaillé dans la bande dessinée pour un journal qui s'appelait Métal Hurlant, qui reparaît ces jours-ci, qui ressort en kiosque, mais qui était en 1976. Et là, on a lancé pas mal de dessinateurs, voilà, il y avait beaucoup de jeunes dessinateurs, de jeunes talents, on a lancé des Serge Clair, Yves Chaland, Franck Margerin, enfin voilà, tous les jeunes de l'époque. Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Louis. Ok, Louis. Quel genre de collégien étiez-vous? Alors,
à part le fait que j'ai organisé une grève de la faim dans mon lycée, parce que je trouvais qu'à la cantine c'était pas bon, donc ce qui m'a valu d'être viré du lycée, mais je pensais que j'étais un bon collégien, mon papa était instituteur, j'essayais de, je peux te dire, on travaillait fort, on travaillait dur, quoi, donc il n'y aurait pas eu ce coup de la grève de la faim que j'ai organisé avec tout le lycée. Hein. Tout le lycée refusait de déjeuner à la cantine parce qu'on trouvait que c'était immangeable, pas bon, etc. Ben, je trouvais que c'était normal. J'avais 14 ans, donc ils ont été un peu inquiets. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que... Et du coup, j'ai été placé dans un autre lycée, qui était un lycée de grands. On était une bande de jeunes, c'était assez étrange, ça se passait à Châlons-en-Champagne. Voilà, c'est là que j'ai fait mes études, c'était une petite ville de 50 000 habitants, et je crois que j'étais un bon lycéen, mais voilà, comme j'étais fasciné par le rock, souvent il y avait des petits problèmes avec le surveillant général quand on mettait à l'époque, quand on arrivait avec un t-shirt Rolling Stones, on rentrait pas dans le lycée, hein, on se faisait renvoyer à la maison pour mettre une chemise. Je parle de 1968, 69, c'était pas du tout comme aujourd'hui, hein, on était, il y avait des règles très très lourdes. Donc j'étais un lycéen normal, je pense. J'étais un collégien normal, voilà. Bonjour, moi c'est Lily. Elle est où, Lily? Là. Oui, bonjour. Quelle rencontre de personnalité a été pour vous la plus importante? Waouh! Ah bah moi j'ai rencontré des personnalités dans plein de domaines différents, mais disons que quand j'ai rencontré les Rolling Stones, j'étais impressionné, tu vois, c'est des gens qui avaient changé ma vie, c'est des musiciens que franchement je suivais, que j'adorais depuis des années et des années. Donc quand j'ai rencontré en vrai le guitariste Keith Richards et puis après Mick Jagger, waouh, ça m'a fait vraiment un gros choc. Mais après les musiciens, c'est devenu je travaillais tous les jours avec eux, donc j'étais beaucoup moins impressionné. Et puis un jour, je me suis mis à écrire des articles sur d'autres personnes, pour d'autres journaux. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a énormément impressionné. C'était un cuisinier qui s'appelait Paul Bocuse. Et pour le journal Playboy, j'ai été chez lui, j'ai passé 5 jours à Collonges au Mont d'Or, là où il avait et il m'a appris beaucoup de choses, plus que Mick Jagger. Il m'a appris à manger, il m'a appris à boire, il m'a appris à goûter la truffe, il m'a appris vraiment à aller faire le marché avec lui. Enfin, tu vois, c'était un bonhomme plus grand que nature, Paul Bocuse. Paul Bocuse, il avait fait la guerre d'Algérie, il avait été mitraillé pendant une bataille et tout le monde disait il va mourir, et puis il s'en était sorti. Et donc il m'avait dit, tout ce que je fais maintenant c'est du rap, j'aurais dû mourir. Donc là je suis très heureux d'être en vie, j'en profite. Et donc il aimait bien faire des blagues et tout. Et il m'avait pris d'amitié, et donc vraiment c'était un bonhomme voilà, qui a eu une grande influence sur moi. Voilà. Bonjour, je m'appelle Maël. Bonjour Maël. Quelle star de la musique du rock n'avez-vous jamais rencontré et que vous rêviez d'interviewer? Ah bah je rêvais d'interviewer Jimi Hendrix, tu vois, mais il était mort, il est mort en 1970, et là, moi j'avais 14 ans, donc non, j'avais 16 ans en 70, j'avais 16 ans et j'habitais à Châlons-en-Champagne, et Jimi Hendrix il passait pas souvent à Châlons-en-Champagne, il était plutôt demandé du côté de Woodstock. Donc voilà, ça c'est vraiment l'artiste que j'aurais rêvé d'interviewer. Donc bonjour, je m'appelle Gabriel. Bonjour Gab. Vous avez été un batteur d'un groupe de rock. Ouais. Jouez-vous encore de la batterie ou d'un autre instrument? Mais j'ai plus le temps. Non mais je sais pas quand je le ferai. Tu vois, hier soir j'étais à Lyon à présenter un gros concert. Ce matin j'arrive chez vous, j'aurai pas trop le temps parce que la musique c'est une pratique régulière. Que ce soit la guitare ou la batterie, faut s'y mettre. Surtout la guitare d'ailleurs pour avoir la corne sur le bout des doigts. Et donc moi je suis avant tout écrivain,
et journaliste, et donc j'adore organiser des concerts. J'en fais un le 14 mai au Stade de France avec tous les rockers du Rock in Rio, et moi je présente le concert. Je ne jouerai pas pendant ce spectacle. Voilà. Écoutez-vous en ce moment? Comment tu t'appelles? Kéliane. Salut Kéliane. Alors ce que j'écoute en ce moment, j'écoute les Eagles, parce que pendant le confinement, je me suis mis à réécouter plein de vieux disques que j'avais pas écoutés depuis des années. Et puis je suis tombé sur les premiers albums des Eagles, ce qu'ils avaient fait avant Hotel California, il y a 4 albums. Et j'ai trouvé ça fabuleux, ça convient. J'habite à la campagne, un petit village tout petit. Et ça va bien avec, tu vois, la musique country américaine dans mon petit village, c'est parfait. Puis sinon, j'écoute aussi j'écoute du funk, j'écoute beaucoup de funk en ce moment. Et puis j'écoute toutes les nouveautés rock parce que j'ai une émission de radio sur RFM tous les jeudis soirs. Et donc pendant 2 heures, j'essaye de passer un gold d'une nouveauté, un gold d'une nouveauté, un gold d'une nouveauté. J'essaye de faire ça, le rythme de l'émission, voilà. Alors, connaissiez-vous notre département et en particulier notre ville de Malle? Mais pas du tout. Mais non, mais c'est pour ça qu'on vient, vois-tu, on est là, on se dit tiens, on m'a invité très gentiment au mois de novembre. Je me suis dit bon, bah, ça a l'air sympathique. Puis c'est une petite ville qui organise une grosse manifestation, c'est toujours étonnant, et on se dit qu'il doit y avoir plein de gens très courageux, très concernés, qui organisent ça et tout, donc ça serait bien d'y aller. Évidemment que je connais pas forcément toutes les villes où je vais dédicacer, tu sais là, pour le livre qui vient de sortir, j'ai fait 22 villes. Alors il y en a comme Marseille ou Bordeaux où j'ai déjà été souvent, mais j'ai été à Besançon, j'ai été à Dijon, c'est des villes où j'avais jamais dédicacé, et c'est toujours agréable de rencontrer des nouveaux lecteurs, de voir des personnes qu'on connaît pas, et de sortir de sa zone confort. Moi ça me dérange pas du tout. C'est Timothée. Salut Timothée. Quelle lecture vous a marqué dans votre adolescence? Oh là là. Oh, là c'est incroyable, ça c'est des grosses... J'aimais beaucoup les Arsène Lupin, mais vraiment aujourd'hui ça me fait vraiment plaisir que Omar Sy fasse Arsène Lupin sur Netflix et que plein de gens de ton âge disent ah bah tiens je vais lire Arsène Lupin, parce que c'est des bouquins formidables. Ça m'a vraiment... ça m'a beaucoup apporté. J'étais fanatique d'Arsène Lupin, et j'ai plein de copains comme Antoine Decaune qui mais fanatiques aussi, quoi. C'est des trucs... Moi c'est Maxime. Salut. Après une carrière aussi remplie que la vôtre, qu'est-ce qui vous anime encore? Vous l'avez dit, vous avez un emploi du temps très chargé. Quel rêve n'avez-vous pas encore accompli, et qu'est-ce qui vous anime? Waouh, bah, qu'est-ce qui m'anime? Moi je suis de l'amour de la musique, ça a toujours été ça, quoi. Je fais des trucs pour la musique incroyables. Un jour j'arrive dans un mariage à Avignon, et là j'ouvre le journal et je découvre que Steppenwolf allait jouer à Tours le lendemain. J'ai dit ah, je vous laisse. Je suis parti à la gare. J'ai fait 1000 km pour aller voir Steppenwolf, vous voyez, je suis arrivé, j'ai dit ils sont là, il faut que je les voie, et c'est des choses comme ça qui me font bouger, quoi. La musique, voilà. Alors il me reste pas grand chose à faire à part écrire mon prochain bouquin, voilà, mais sinon j'ai été rédacteur en chef de Rock et Folk pendant 30 ans. Quand je suis parti, parce que je trouvais qu'à 62 ans c'était bien, quoi, de prendre sa retraite, surtout pour un journal de rock. J'avais envie qu'il y ait des jeunes qui reprennent le journal, qu'il y ait une nouvelle génération, etc. Et voilà que dès que je suis parti en retraite, il y a eu des propositions fabuleuses. On m'a proposé de faire partie des grosses têtes. J'ai dit ok, j'y suis allé, je suis resté 5 ans. Là après, on m'a proposé une grande émission musicale sur RFM que je fais là en ce moment, mais c'est génial. Après, voilà... on me propose d'écrire des livres, j'ai des éditeurs qui m'ont proposé de faire un jeu. L'année dernière, j'ai fait un jeu. Un jour, on me dit, voilà, les gens du Stade de France voudraient vous voir. Oui, pourquoi? Et ils me disent, on voudrait faire un concert au Stade de France avec 1000 rockers amateurs, et on a pensé à vous pour le présenter. Je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est fou. Donc
voilà, toute ma vie, j'ai essayé d'aider la musique. Et puis là, maintenant, la musique me le rend, quoi. Je rencontre des gens, tout le monde me connaît en France, hein, je suis assez connu parce que les gens m'ont vu à la télé, dans des émissions, j'ai fait de la radio, et voilà, tout le monde sait que si on aime la musique, ben Philippe Manœuvre est dans le coin, voilà, je peux aider, je peux voilà, donner des conseils ou apporter mon expérience d'idiot, parce que en fait la musique, ce qui est fait, c'est pour la jeunesse, qu'elle parte avec, hein, voilà, c'est ma théorie, mais voilà, je suis très, très fier et très heureux. Et quand je pense à ce que je pourrais souhaiter, mais c'est juste que ça continue comme ça longtemps, le plus longtemps possible, quoi, voilà, parce que j'ai toujours envie d'aller au prochain concert, ça me donne de la force, de la joie, et puis voilà, la musique, c'est les musiciens, c'est des gens formidables. J'ai passé ma vie entre les musiciens, les écrivains ou les auteurs de bandes dessinées. Et c'est les gens les plus gentils du monde, hein, les uns comme les autres. Donc j'ai eu vraiment une jolie vie, une jolie carrière, et puis ça continue. Donc moi, je me souhaite juste une bonne santé, c'est tout, hein, je ferai le reste. Voilà, vous voyez, j'ai pas de désir aberrant ou de trucs, mais je me dis, si j'avais le temps, oui, ce que j'aimerais bien, c'est avoir le temps de me remettre un peu à la guitare, quoi. Voilà, c'est des trucs comme ça, pour quand je fais le Rockin' 1000, jouer un morceau avec les 1000, ça me ferait plaisir. Bon, là, le premier qu'on a fait, j'ai été chanter Jumpin' Jack Flash avec les 180 chanteuses et chanteurs. J'étais là au Stade de France en train de chanter Jumpin' Jack Flash devant 50 000 personnes, c'était incroyable. Donc ça m'a... Voilà, je crois que j'ai une jolie vie et beaucoup de gens me le disent et me disent quelle chance vous avez rencontré tous les musiciens qu'on adore, vous les connaissez tous, et c'est vrai, c'est magnifique, quoi, j'ai beaucoup de chance. Voilà.